Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux pour assister à cette conférence juridique. J'espère de ne pas trop vous assommer de textes. Mon objectif, c'est de sensibiliser, de vous aider à vous sécuriser. C'est vraiment ça l'objectif de cette journée. Donc 2 conférences pour parler de droit, et il y a beaucoup de choses à dire, donc on va essayer de faire un tour d'horizon des principaux sujets juridiques qui doivent vous sensibiliser, vous intéresser, et pour vous aider aussi à ce que demain vous vous exerciez avec une meilleure conformité juridique. Donc moi je suis Élise Guillaudis, je suis avocat depuis un peu plus de 17 ans maintenant. J'ai fondé ma structure qui s'appelle Numétique Avocat. Numétique, c'est numérique et éthique. Voilà, c'est les 2 ADN de mon cabinet. Et j'exerce particulièrement en droit du numérique, tout ce qui est droit du digital, Internet, protection des données personnelles, réalisation de sites web notamment. Et j'ai fait, quand j'étais jeune avocat, un peu droit de la santé. Et par mon éducation familiale aussi, c'est vrai que la santé naturelle est une thématique qui me touche en particulier. Et donc c'est vrai que quand Alexandra m'a proposé de venir parler juridique lors de cette journée, lors de ce congrès, je me suis dit, bah oui, en effet, il y a un vrai sujet. Comment aider les naturopathes à se mettre en conformité ? Voilà, j'ai bossé pour vous aujourd'hui. J'espère que ce que je vais vous présenter vous intéressera. Et puis je suis là toute la journée, donc n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions. D'ailleurs, si j'ai un peu de temps à la fin de la conférence, on passera le micro pour que vous puissiez me poser des questions. J'espère qu'on aura un peu de temps pour ensuite qu'on ait un échange un peu plus interactif. Alors le naturopathe, vous le savez, j'invente rien, est une profession à risque au plan juridique. Une profession qui n'est pas reconnue officiellement, qui est tolérée, mais qui n'est pas reconnue. À risque parce que cette profession, elle est au carrefour d'un certain nombre de réglementations, et pas des moindres. Alors je vous ai fait un petit schéma pour que vous compreniez les principales réglementations dont on va parler aujourd'hui. Alors ce matin, je vais faire un zoom sur la réglementation qui est en bas à droite, et je vous parlerai cet après-midi des 3 autres. Je ferai un tour d'horizon des 3 autres. Mais voilà, le naturopathe, il doit se préoccuper de sa réglementation, de sa conformité. Alors, la conformité, c'est quoi? C'est déjà veiller à respecter la réglementation autour de la profession de médecin. Alors là, ça, j'invente rien, je pense que vous le savez. Vous devez faire très attention à ce que vous dites, à ce que vous faites au regard de l'exercice légal de la médecine dont je parlerai cet après-midi. Le naturopathe doit aussi veiller à respecter le code de la consommation. Ben oui, parce qu'en fait, ces patients, on va les appeler les clients, parce que ce ne sont pas des patients, ce sont des clients. Ce sont des consommateurs, des particuliers, qui, eux, peuvent invoquer le code de la consommation. D'accord ? Et parce qu'ils sont consommateurs, vous avez un devoir d'information, de transparence. Et puis, quand vous faites de la vente en ligne, on en parlera cet après-midi, c'est-à-dire quand le contrat se forme à distance, par le site Internet par exemple, eh bien, vous devrez respecter la réglementation sur les contrats conclus à distance, avec le droit de rétractation, avec la responsabilité de plein droit, etc., etc. Et puis, il y a le droit de la communication en ligne également. Donc là, ça fait écho à toute l'obligation d'information légale que vous avez en tant qu'éditeur d'un site, en tant que directeur de la publication, en tant que commerçant électronique, parce que oui, vous êtes des commerçants électroniques à partir du moment où vous proposez vos services via un site Internet. Bah oui. Et là, ce matin, je vais vous parler plus particulièrement de la protection des données personnelles, le RGPD, le Règlement général sur la protection des données personnelles, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un règlement européen. Voilà, donc je remercie Alexandra de me donner la parole parce qu'en effet, je pense que mes interventions sont utiles. Et donc 2 conférences, ce matin sur le RGPD et la deuxième cet après-midi sur les autres principales réglementations, sachant que je ne parlerai pas aujourd'hui de tout ce qui est lié à la publicité sur les produits de santé, sur les compléments alimentaires, parce que je sais que demain, vous avez une conférence sur ce sujet. Et puis, en complément de mes 2 interventions, j'ai travaillé à l'élaboration d'un pack juridique du naturopathe. Mon objectif, c'est non seulement de vous sensibiliser, mais aussi de trouver des solutions. Alors, ce n'est pas parfait, mais en tout cas, j'ai essayé de rédiger des documents, 3 documents clés qui, à mon sens, sont les 3 documents de base que tout naturopathe devrait avoir.
Premier document, une politique d'utilisation des données personnelles, et je vais en parler, parce que c'est l'objet de ma conférence de ce matin. Premier document qu'il va falloir que vous ayez et que vous devrez faire signer à vos clients. Deuxième document important, les CGV, ou le contrat de prestation de service, on l'appelle comme on veut, mais c'est le contrat qui vous lie avec vos clients et qui va tendre à vous sécuriser dans la relation contractuelle qui se forme avec chacun de vos clients. Et ensuite, les mentions légales que vous devrez mettre sur votre site Internet pour renseigner votre identité complète, expliquer ce que vous faites, comment vous le faites. Et donc, ça fera écho aux obligations d'information dont je parlais tout à l'heure et qui sont imposées aux commerçants électroniques et aux éditeurs de sites. Donc, j'ai rédigé ces documents qui sont sur mesure et qui sont disponibles sur ma plateforme que vous pouvez aller commander si vous le souhaitez. Alors, la protection des données personnelles. Alors, de quoi on parle? Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne savent même pas ce que c'est que la donnée personnelle. Alors déjà, pourquoi cette réglementation? Pourquoi une telle réglementation? C'est quoi l'esprit, finalement, le principe qu'on veut défendre à travers ce texte? Eh bien, c'est le respect de la vie privée, qui est un principe très fort en droit français. D'accord? On part du principe que chacun a droit au respect de sa vie privée et que l'informatique doit être au service de l'individu, des libertés individuelles, et pas au détriment des libertés. D'accord? On veut, avec cette réglementation, réaffirmer le fait que chacun a le droit de maîtriser les données personnelles qui le concernent, a le droit de contrôler, finalement, qui a ces données et pourquoi, à quelle fin, quelles sont les finalités d'un traitement de données personnelles. Je décide de donner mes données à mon naturopathe, mais je ne souhaite pas qu'il utilise mes données à d'autres fins que celles de, finalement, prendre soin de moi. D'accord? C'est ça, en fait, la protection des données personnelles. Et à l'ère du big data, du tout numérique, finalement, ce principe de vie privée, eh bien, il est malmené. D'accord? Et donc, on a un vrai enjeu de société qui se pose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors on a une réglementation en France qui existe déjà depuis 40 ans. On a une loi informatique et liberté qui a été adoptée en 1978 et qui, déjà, pose un certain nombre d'obligations aux acteurs qui traitent des données personnelles. D'accord? On a déjà un cadre législatif. Mais c'est vrai qu'avec cette évolution du numérique, l'Europe a voulu finalement renforcer cette réglementation, la réadapter, l'adapter finalement à l'évolution de la société. Et donc on a un règlement européen, le RGPD, le Règlement général sur la protection des données personnelles, qui a été adopté au sein de l'Union européenne et qui est d'application directe dans chacun des pays membres de l'Union européenne. Il a été rédigé et il est rentré en vigueur en 2016, ce règlement. Il donnait une période de 2 ans aux acteurs pour se mettre en conformité. Et le texte est entré en application en mai dernier, il y a 1 an. Et donc depuis le 25 mai 2018, chaque professionnel, et le naturopathe en est un, j'en parlerai tout à l'heure, doit respecter les obligations du règlement européen sur la protection des données personnelles. Alors, quels sont les objectifs de ce texte, le RGPD? On l'a vu, adapter la réglementation aux nouveaux usages, aux nouveaux besoins, au nouveau traitement des données. Créer un marché unique de la donnée personnelle en Europe. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le même niveau de protection en France, en Allemagne, en Espagne. Donc, créer un marché unique avec un même niveau de protection partout en Europe. Renforcer les obligations des acteurs, ceux qui traitent des données personnelles. D'accord? Et surtout, renforcer les sanctions. Et c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé de ce texte. Parce que finalement, les acteurs... Il y a eu un vent de panique il y a 1 an. Parce que tous les acteurs devaient se mettre en conformité. Personne n'était prêt parce que les obligations, certes, elles étaient déjà prévues dans la loi, mais le règlement européen vient quand même rajouter un niveau d'obligation quand même pas neutre. Et surtout, les sanctions en cas de non-respect sont considérablement augmentées. On a 3 types de sanctions possibles. On a des sanctions administratives, financières et pénales. Les sanctions administratives, elles peuvent être prononcées par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui est l'autorité de contrôle en France. Et vous voyez les possibles amendes en cas de violation. Alors tout dépend de la violation, de la nature de la violation, de qui viole. Est-ce que c'est une violation par un acteur qui est une personne physique, donc par exemple un médecin qui exerce à titre individuel, ou bien une société. Mais vous voyez que les montants affichés sont très importants.
Alors ça concerne d'abord les GAFA, c'est-à-dire les grandes sociétés qui traitent beaucoup de données, mais ça concerne finalement tout professionnel qui traite de la donnée personnelle. Donc une toute petite entreprise, même individuelle, qui traite des données de santé, par exemple, des données personnelles d'une manière générale, doit respecter les obligations. Des sanctions financières, c'est-à-dire qu'une personne pourrait porter plainte s'il y a une violation de ses données personnelles et engager votre responsabilité devant les juridictions, demander dommages et intérêts. Et enfin, il y a tout un chapitre dans le Code pénal qui prévoit des sanctions pénales, notamment, par exemple, quand les traitements de données personnelles ne respectent pas les prérequis en matière de sécurité informatique. Ce n'est pas que ça, mais il y a notamment des obligations de sécurité importantes. Et quand vous ne respectez pas ces obligations, eh bien, vous pouvez être passible de sanctions pénales. Jusqu'à présent, je n'en ai pas rencontré dans ma pratique, une sanction pénale prononcée. Mais avec l'entrée en application du texte, du règlement européen, les acteurs, les autorités de contrôle, les juges vont tendre à augmenter les sanctions. Ça, c'est sûr. Donc, il faut être très vigilant. Alors, qu'est-ce qu'une donnée de personnel, déjà? De quoi on parle? C'est une donnée, une information, toute information, qui concerne une personne privée, un individu, Madame Dupont, d'accord? Qui permet d'identifier directement Madame Michel Dupont, son image, par exemple, ou indirectement, son numéro de carte bancaire, son numéro de sécurité sociale, un identifiant en ligne. C'est une donnée qui permet indirectement, par des moyens techniques, de remonter à une personne physique. Donc toute information qui permet de remonter à une personne est une donnée personnelle. La donnée personnelle, elle peut être qualifiée de donnée sensible. Alors qu'est-ce que c'est qu'une donnée sensible? Eh bien, c'est une information, une donnée personnelle, mais qui est relative à la santé de la personne, à ses origines raciales, ethniques, ses opinions politiques, religieuses, philosophiques, ses orientations sexuelles, sa génétique, voire sa biométrie. Donc la définition est large. Et si je fais un zoom sur ce qui peut nous intéresser un peu plus, sur la donnée de santé, qu'est-ce que c'est au sens du texte, au sens de la CNIL? Eh bien, c'est une information qui peut concerner la maladie d'une personne, un handicap, un risque de maladie, des antécédents médicaux, le fait que la personne soit enceinte, par exemple. C'est une information sur la santé de la personne. D'accord? Son état physiologique, une dépression, un stress important est une information, est une donnée de santé, une donnée sensible. D'accord? Qu'est-ce qu'un traitement de données? Parce qu'en fait, le texte vise les traitements de données personnelles. Donc il faut comprendre ce que c'est qu'un traitement au sens du texte. Eh bien, finalement, c'est toute opération que vous allez faire sur la donnée. Je collecte la donnée, je fais un traitement. Je la stocke sur mon ordinateur, je fais un traitement. Je la mets dans un fichier Excel, puis je la rejoins avec une autre donnée, je fais un traitement. Je la transfère par mail à quelqu'un, je fais un traitement. Je supprime la donnée, je fais un traitement de données. D'accord? Donc c'est toute opération que vous faites sur cette donnée, vous faites un traitement. Alors ça peut être un traitement automatisé, en tout ou partie, ou un traitement non automatisé de données, mais qui vont être appelés à figurer dans un fichier. Par exemple, vous prenez des notes à l'occasion d'un rendez-vous sur un calepin, et ensuite cette note, vous allez soit le classer dans un dossier physique, vous faites un classement, soit vous l'intégrez sur votre PC, par exemple. D'accord? Ces opérations sont des traitements. Alors les acteurs, j'en ai parlé tout à l'heure, qui engage sa responsabilité s'il y a une violation? Il y a deux acteurs au sens du texte qui engagent leur responsabilité. Le premier, c'est le responsable du traitement. Le responsable du traitement, c'est celui qui va déterminer les finalités et les moyens du traitement. Je suis avocat, j'ai besoin d'envoyer une proposition d'honoraire à un client. Pour lui envoyer, il va falloir que je traite ses données personnelles, son nom, son prénom, son adresse, son mail, etc. D'accord? Donc la finalité, c'est je dois lui envoyer une proposition d'honoraire. Donc je décide de cette finalité. Et je vais décider des moyens du traitement, c'est-à-dire la manière dont je vais traiter ces données.
ce devis, eh bien, je vais le stocker sur mon ordinateur ou bien sur un espace cloud hébergé par un tiers, etc. D'accord ? Donc, je décide des finalités et des moyens du traitement. Je suis, en tant qu'avocat, responsable du traitement lorsque je traite des données de mes clients. Deuxième acteur, qui est visé par le texte, le sous-traitant des données. Alors, il y en a dans certains cas, pas toujours. C'est qui le sous-traitant? Eh bien, c'est celui qui peut être amené à traiter la donnée sur instruction pour le compte du responsable du traitement. D'accord? Je suis avocat, j'ai envie d'envoyer une newsletter à mes clients pour les tenir informés des informations juridiques, des actualités. Je suis débordée de travail, je n'ai pas le temps. Je vais passer par mon agence de communication qui va faire un emailing. Je vais lui envoyer ma base de données client. Elle va faire le emailing pour envoyer ma newsletter. Eh bien, cette agence de communication, elle va avoir accès aux données de mes clients. Nom, prénom, adresse, etc. D'accord? Mais elle va agir sur instruction. C'est moi qui vais décider. La finalité, c'est je vais envoyer ma newsletter. Je fais appel à un sous-traitant, un prestataire qui va traiter les données personnelles de mes clients pour envoyer cette newsletter. Eh bien, cette agence de communication sera qualifiée de sous-traitant des données personnelles, parce que cet acteur aura accès à mes données. Qu'est-ce qu'une violation de données personnelles au sens du texte? Eh bien, c'est une violation de sécurité qui va entraîner, de manière accidentelle ou illicite, la destruction de la donnée, sa perte, son altération, sa divulgation non autorisée. D'accord? Donc, c'est finalement une violation de données, c'est très large. Je me balade avec mon ordinateur à la gare, je me le fais voler, ou je le perds, je le laisse dans le train, potentiellement violation de données personnelles. Alors, est-ce que le naturopathe est concerné? Bon, oui, là, je pense que vous avez compris que oui. À ce stade, oui, le naturopathe est concerné. Il est responsable du traitement, d'accord? Des données de ses patients, on va les appeler les clients, parce que patient, j'aime pas vraiment ce terme, lorsqu'il agit dans le cadre de ses activités professionnelles. Quand le naturopathe a un site internet par lequel les internautes peuvent le contacter via un formulaire de contact, il va traiter les données des utilisateurs de son site. D'accord? Donc, le naturopathe doit respecter, comme tout professionnel, la réglementation sur la protection des données personnelles. Est-ce que le naturopathe peut avoir recours à des sous-traitants? Bah oui, je pense que dans certains cas, ça doit dépendre de vos pratiques, mais dans certains cas, si vous réfléchissez, peut-être que vous direz, ah oui, dans ce cas-là, j'ai des sous-traitants qui peuvent potentiellement avoir accès aux données de mes clients. Exemple, une solution d'hébergement, externaliser des dossiers. Je décide finalement, pour des questions de simplicité, de ne pas héberger mes données informatiques sur mon serveur ou sur mon PC. Ah bah tiens, je vais utiliser une solution de cloud, c'est à la mode, c'est super. Eh bien, l'hébergeur qui vous fournit une solution d'hébergement, en principe, est qualifié de sous-traitant. Potentiellement peut avoir accès à vos données de vos clients, et les vôtres, votre nom, à minima. D'accord? Alors, quelles sont les obligations du naturopathe? Parce que maintenant, on a compris ce que c'était qu'une donnée perso, ce que c'était qu'un traitement. On a compris que le naturopathe était responsable du traitement. Maintenant, quelles sont ses obligations? Et vous allez voir qu'il y en a un certain nombre. Alors déjà, il faut vous dire que systématiquement, il y a des grands principes qu'il va falloir respecter pour tout traitement de données personnelles. Je vous les ai résumés, synthétisés ici. Les données doivent toujours être traitées de manière licite, loyale, transparente. Je ne collecte pas des données de manière opaque, sans informer la personne concernée, etc. D'accord? Je dois collecter la donnée pour des finalités déterminées, explicites. Ah bah tiens, je vais récupérer la donnée de Madame Dupont, son adresse. Bon, c'est pas encore une cliente. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais bon, on ne sait jamais, je la garde sur mon PC, on verra ce que j'en fais. Puis je la conserve pendant 10 ans, 5 ans, 10 ans. Non. Je traite une donnée pour une raison, pour une finalité précise, légitime et explicite. La durée, tout traitement de données personnelles doit avoir une durée limitée. Je ne peux pas conserver les données de Madame Dupont pendant 30 ans, c'est interdit. Je dois définir une politique de durée de traitement au regard des finalités. J'ai besoin d'envoyer un devis à Madame Dupont pour réaliser une prestation d'avocat. Est-ce que j'ai besoin de conserver ce devis qui n'a jamais été signé? Madame Dupont n'est jamais revenue vers moi. Est-ce que j'ai besoin de conserver ce devis pendant 15 ans? Non.
Je dis, ben voilà, je le conserve pendant peut-être 2 ans, 3 ans, peut-être qu'elle reviendra vers moi d'ici l'année prochaine, elle aura peut-être changé d'avis ou son activité aura évolué, mais je n'ai pas de raison objective et légitime de conserver cette donnée au-delà de 3 ans. Voilà. On continue. La sous-traitance dont je vous parlais, le principe, c'est que la personne concernée doit être informée, si vous avez des sous-traitants, elle donne son accord, soit de manière globale, soit spécifiquement, mais vous ne pouvez pas avoir recours à des sous-traitants qui auraient accès à ces données, à la personne concernée, sans son accord. Ça, c'est le principe. Et le naturopathe, puisqu'il est responsable du traitement, il doit s'assurer que son sous-traitant, il est conforme à la réglementation. Donc c'est de votre responsabilité de vous assurer que les éventuels sous-traitants qui ont accès à vos données sont conformes. Pourquoi? Parce que demain, s'il y a un souci, il y a une violation de sécurité de l'hébergeur cloud, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, votre responsabilité en tant que responsable du traitement pourra être engagée. Donc à vous de veiller à ce que vos sous-traitants soient correctement mis en conformité. Et puis vous devrez mettre en place un contrat, un document écrit entre vous et ce sous-traitant, c'est obligatoire. Ce contrat devra définir les obligations et les droits de chacun. Sur quel type de données personnelles le sous-traitant va être amené à faire des traitements. Pour quelles raisons? Quelles seront les durées de traitement? Etc. etc. Autre principe important, tout transfert de données vers un pays tiers à l'Union européenne, en principe, est interdit. Donc il faut veiller, par exemple, quand je reprends ma solution d'hébergement externalisé, il faut vous assurer de où sont hébergées les données. Sur quel data center? Est-ce que le data center est en France? Est-ce que, par exemple, la maintenance de ces data centers est assurée par des Chinois, des Indiens? À partir de ce moment-là, si la maintenance des data centers qui peuvent avoir accès à vos données, par exemple, se fait à l'étranger, eh bien, il y a des transferts de données, juridiquement. D'accord? Donc le principe, c'est que tout transfert de données vers un pays tiers à l'Union européenne est interdit, ou du moins vers un pays qui ne présente pas un niveau de protection équivalent à celui de la France, à l'Europe. Et donc sur le site de la CNIL, je vous invite à aller voir le site de la CNIL qui est très bien fourni, vous avez une carte interactive qui vous permet de voir les pays bons élèves. D'accord? Donc il y a des pays vers lesquels vous pouvez faire des transferts de données, parce qu'il y a eu une décision d'adéquation qui a été rendue par la Commission européenne, et là c'est OK. Par contre, il y a des mauvais élèves, et là, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de transfert. Ou alors, s'il y a des transferts, il faut que ce transfert il soit encadré, qu'il y ait des garanties appropriées qui soient mises en place. Ou alors, dernier recours, c'est obtenir le consentement de la personne. Je vous informe que je transfère vos données vers la Chine. Je vous informe qu'il y a des risques, parce que la Chine n'a pas une réglementation aussi protectrice que celle en Europe. Donc, je l'informe des risques, et je recueille son consentement express, écrit. Là, c'est OK, mais ce n'est pas terrible en termes d'image, d'accord? Donc autant éviter les transferts. Le naturopathe devra également mettre en place des mesures techniques, organisationnelles, adaptées, appropriées, afin de garantir un niveau de sécurité, d'accord, adapté en fonction du type de données que vous traitez, des finalités, etc. L'idée, ici, c'est de mettre en place des mesures pour garantir cette sécurité. Alors là, je commence à peine ma conférence et je vous vois déjà faire une mine un peu inquiète. C'est vrai que je passe beaucoup de temps à mettre en conformité mes clients au plan RGPD parce que c'est un gros boulot pour certains. Mon objectif, c'est de vous sensibiliser, mais aussi, on va voir, on va essayer de trouver des solutions pour vous faciliter la tâche. Le naturopathe doit également tenir un registre des traitements. Donc, alors, qu'est-ce que c'est qu'un registre de traitement? Ça peut prendre la forme d'un fichier Excel, par exemple. La CNIL met sur son site des modèles gratuits. Donc vous pouvez aller voir, modèle registre des traitements, sur le site de la CNIL. Le naturopathe doit tenir ce registre lorsqu'il est amené à traiter de la donnée de santé. C'est vrai que dans le cadre de vos activités, vous pouvez être amené à collecter des données sur les antécédents médicaux, sur l'état de santé psychologique de la personne, etc. Donc là, vous serez amené à traiter des données de santé. Et dans ce cadre-là, vous devrez tenir un registre des traitements. D'accord ? Autre mesure importante et pas des moindres, et ça je l'ai vérifié pas plus tard qu'hier, lorsqu'un traitement de données personnelles est susceptible de comporter des risques importants pour les droits et libertés individuelles, eh bien le texte nous dit l'acteur, le responsable du traitement, doit
effectuer, avant la mise en œuvre du traitement, une analyse d'impact. Donc c'est une étude particulière que vous devrez mettre en place pour, finalement, identifier le risque, le niveau de risque, et mettre en place les mesures adaptées, notamment au plan de la sécurité. Pour protéger la donnée, c'est toujours l'objectif, c'est de protéger la donnée. Et j'ai vérifié hier si le naturopathe était soumis à cette obligation. Est-ce que la naturopathe doit mettre en place cette analyse d'impact? Et on a une délibération de la CNIL, qui ne vise pas le naturopathe particulièrement, mais qui vise les cas dans lesquels cette analyse d'impact doit être mise en place. Et j'ai lu que quand vous avez un certain nombre de traitements particuliers, quand vous faites certains traitements, vous devez faire cette analyse d'impact, notamment quand vous traitez des données sensibles de personnes vulnérables. D'accord? Quand vous faites une évaluation de l'état de santé également. Donc, à mon sens, quand vous êtes dans ce cas de figure, et je pense que ça doit parler à un certain nombre de personnes ici, vous devrez mettre en place, faire cette analyse d'impact. Alors, comment on fait? Vous allez encore une fois sur le site de la CNIL, et le CNIL a mis en place un logiciel qui s'appelle l'outil PIA, et qui va vous aider à faire cette analyse d'impact. D'accord? Donc voilà, je vous invite à y aller pour vous y intéresser et voir comment vous pouvez faire cette analyse d'impact si vous êtes concerné. Ensuite, j'en parle, mais je ne pense pas que ça vise beaucoup de personnes ici, mais j'en parle quand même. Dans certains cas, le professionnel doit désigner un professionnel, un délégué à la protection des données personnelles, notamment lorsque ses activités de base l'amènent à traiter à grande échelle, des données à grande échelle, des données sensibles. D'accord? Donc ça vise le professionnel qui traite beaucoup de données, à grande échelle, de données sensibles, notamment. Donc, j'en parle, mais je ne pense pas que vous êtes majoritairement concerné par cette obligation. Alors, en cas de violation de données, je reprends l'exemple de mon ordinateur que je perds ou je me fais voler à la gare. J'ai une violation de données potentielle, qu'est-ce que je fais? Eh bien, le texte nous dit, vous avez une obligation de notifier cette violation à la CNIL dans un délai maximum de 72 heures. Waouh! Et non seulement je devrais notifier, donc informer la CNIL de cette violation, expliquer les circonstances de cette violation, justifier de quelles mesures vous avez mis en place pour protéger la donnée, et qu'est-ce que vous avez mis en place depuis cette violation pour essayer de réduire le risque. Donc si vous n'avez aucun pare-feu, aucune mesure de sécurité logique sur votre PC, vous ne serez pas très bien. D'accord? Donc ça veut dire aussi réfléchir au niveau de sécurité informatique. Je prenais l'exemple de mon PC, de vos ordinateurs, par exemple. Et puis si la violation est susceptible d'engendrer des risques importants pour les libertés et les droits des personnes, non seulement vous devrez informer la CNIL, mais vous devrez informer les personnes concernées par la violation. Ce qui n'est pas forcément terrible en termes d'image. Donc on va essayer d'éviter que cette notification soit faite. Mais dans certains cas, on n'a pas le choix. Alors, je reviens sur les données de santé et sur l'hébergement des données de santé. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être au fait d'une règle importante que vous trouvez dans le Code de la santé publique qui dit que quand vous êtes amené à collecter des données de santé à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de traitement, eh bien, le principe, c'est que si vous voulez externaliser l'hébergement des données de santé auprès d'un tiers, un prestataire cloud par exemple, ce tiers doit être certifié données de santé. C'est une certification qui est donnée par le ministère de la Santé. C'est obligatoire. Donc soit vous conservez la donnée sur vos propres serveurs, soit si vous voulez externaliser l'hébergement, vous ne pouvez le faire qu'auprès de prestataires certifiés. D'accord? Sauf que cette réglementation, elle ne vise que les professionnels de santé, les établissements donc de soins, médico-sociaux et à visée sociale, et donc pas les naturopathes. D'accord? Donc c'est compliqué de se dire, ah bah tiens, j'externalise l'hébergement des données de santé que je peux être amené à collecter dans le cadre de mon activité. Ah bah tiens, je vais faire appel à un hébergeur certifié. Oui, mais vous n'êtes pas professionnel de santé. Ah oui. Donc je pense que la solution la plus sécurisée, la plus satisfaisante au plan juridique, c'est finalement de décider que vous n'externalisez pas l'hébergement de ces données, vous les gardez sur vos propres serveurs, si jamais vous en traitez. D'accord? Veillez à ne pas à ce que les données de santé de certains de vos patients,
veiller à leur hébergement et vous assurer que ça ne se retrouve pas sur des solutions, des logiciels par exemple, qui seraient accessibles via Internet, on appelle ça des logiciels en mode SaaS, et qui vont être hébergés par je ne sais pas quel professionnel, avec peut-être des sous-traitants, avec peut-être une chaîne de sous-traitance, d'accord? Donc être vigilant particulièrement sur cette histoire, sur cette question d'hébergement des données de santé. Alors, on continue sur les obligations du naturopathe. Le naturopathe doit informer au moment où il va collecter la donnée, il doit informer les personnes concernées de son identité complète, des finalités des traitements. Il doit également informer sur les destinataires éventuels, à qui j'envoie éventuellement les données, s'il y a des éventuels transferts de données personnelles en dehors de l'Union européenne. S'il n'a pas collecté la donnée directement auprès de la personne, eh bien, il doit informer sur l'origine de cette collecte. Ah ben, j'ai récupéré la donnée d'un tiers qui me l'a envoyée. Il doit informer de la durée des traitements. Je vous informe que je traite ces données et que je les conserve pour une durée maximum de 5 ans. Je dois informer la personne des droits dont elle dispose. On en verra tout à l'heure les droits dont dispose la personne concernée, droits d'information, d'accès, d'effacement, d'opposition, etc. Je dois informer la personne de ses droits. Et je dois également l'informer qu'elle a la possibilité, si elle veut faire une réclamation, de s'adresser à la CNIL. D'accord? Donc, le naturopathe doit informer. Il a des obligations d'informer ses clients, les utilisateurs de son site, toutes les personnes qui sont concernées par d'éventuels traitements. Ces personnes-là doivent être informées de votre politique de traitement des données personnelles, d'accord? Donc ça ne s'invente pas. Une information verbale ne suffit pas, d'accord? Il faut les informer de manière complète, explicite, par un document. Au-delà de ces obligations d'information, tout traitement de données personnelles doit avoir une base légale. Ça, c'est super important. À chaque fois que vous faites un traitement de données, il faut vous dire quelle est ma base légale. Ma base légale, c'est quel est le texte de droit qui m'autorise à faire ce traitement. OK? Voilà les 5 cas dans lesquels donc il faut répondre à une des cases, au moins, d'accord, qui m'autorise à faire un traitement de données personnelles. Ça peut être, ah bah, la personne m'a donné son accord express pour faire ce traitement de données personnelles. D'accord? Ça peut être, ah bah, elle m'a demandé de lui envoyer un devis, ou de réaliser une prestation de conseil juridique, elle a signé un contrat, bah oui, là je suis obligée de traiter ces données pour réaliser la prestation, d'accord, ou pour établir le devis. Eh bien, je suis soumis à une obligation légale, j'ai des salariés, et pour établir ces bulletins de paie, eh bien, je dois traiter ces données. En tout cas, les données qui sont nécessaires à ce traitement, cette obligation légale. Ou bien, je fais un traitement parce que j'exécute une mission de service public, ça peut être ça aussi. Et puis il y a la case un peu fourre-tout qui est l'intérêt légitime du responsable du traitement. J'ai un intérêt légitime à faire tel traitement de données. Il faudra justifier en cas de contrôle de cet intérêt légitime. D'accord? Alors, comment il se positionne le naturopathe par rapport à ces bases légales? Ben, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Il y a 2 solutions possibles. Soit vous avez un contrat, où vous envoyez un devis, mais je ne sais pas si dans le cadre de votre activité, c'est d'adapter. En tout cas, d'envoyer un devis, hein, j'entends. Soit il signe un contrat, soit vous obtenez le consentement express de la personne. D'accord? Mais ce n'est pas fini. Ça aurait été trop simple. Parce que ce qu'on a vu là, ce qu'on a vu jusqu'alors, c'était le principe pour le traitement des données personnelles au sens large, les bases légales. Sauf que pour les données sensibles dont on parlait tout à l'heure, ce n'est pas la même. Le principe, c'est que tout traitement de données sensibles, données de santé, est interdit. C'est interdit. Sauf si vous rentrez dans une des cases suivantes. Et là, quand on regarde le texte, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de solutions là. Il n'y en a qu'une. Le consentement express de la personne. Et le fait de lui faire signer, même si je vais parler tout à l'heure du pack de documents que j'ai rédigé spécialement pour le naturopathe, le fait de lui faire signer des CGV, ce n'est pas suffisant. Là, on l'informe qu'on va traiter des données de santé à telle fin, etc., qu'on a mis en place telle mesure de sécurité, qu'on conserve ces données tant de durée, etc. Donc, c'est une politique de traitement. On l'informe et on recueille son consentement express et préalable, donc au moment où on collecte la donnée.
Je parlais tout à l'heure des droits des personnes concernées. Quels sont les droits? Quand moi, je suis individu, je peux faire valoir un certain nombre de droits, ben oui, qui sont consacrés dans le texte. Quels sont les droits de la personne concernée? Ben déjà, j'ai le droit d'être informé de ce que les acteurs font de mes données. Donc mes acteurs, ils ont une obligation d'information et moi, j'ai le droit d'être informé. Je n'ai pas été informé que vous faisiez un traitement de mes données à telle fin. Je peux engager la responsabilité de l'acteur en question. J'ai le droit d'accéder, d'avoir une copie des données qu'il traite me concernant. J'ai le droit aussi à demander à ce que la donnée, qui n'est pas à jour, qui est, voilà, j'ai changé d'adresse, j'ai déménagé, soit mise à jour, soit corrigée, soit rectifiée. J'ai le droit de m'opposer au traitement. Dans certains cas, si j'ai un intérêt légitime à m'opposer à un traitement, par exemple en matière de prospection commerciale, voilà, je reprends l'exemple de ma newsletter d'information juridique que je voulais envoyer à mes clients. On est dans la prospection commerciale. Hein, voilà, j'envoie ma newsletter, on est dans la prospection commerciale. Eh bien, la personne concernée a le droit de s'y opposer, sans frais, et vous devez répondre à cette demande d'opposition sous peine de sanction pénale. Dans certains cas, la personne peut bénéficier d'un droit à l'effacement, un droit à l'oubli. Voilà, dans certains cas. Pas dans tous les cas, mais ce principe a été consacré par la Cour de justice. Un droit à la portabilité des données, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un droit absolu non plus, mais dans certains cas, par exemple, je change de prestataire qui traitait mes données jusqu'alors, je veux changer de prestataire. Eh bien, je peux demander à l'ancien prestataire, finalement, soit je lui demande de récupérer mes données dans un format lisible, soit je demande à mon ancien prestataire de transférer les données à mon nouveau prestataire de pratique. On appelle ça le droit à la portabilité. Donc, on l'a vu le principe, hein, vous devez informer les personnes concernées des traitements que vous faites sur leurs données personnelles. Et surtout, ça, c'est un changement de principe important qui a été consacré par le texte, le règlement européen. Avant, il fallait faire des formalités déclaratives à la CNIL quand on faisait des traitements de données. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Sauf exception, il n'y a plus besoin de faire ces formalités déclaratives. Par contre, le texte dit, vous les acteurs, le responsable du traitement, le sous-traitant, finalement, vous devez vous responsabiliser. C'est-à-dire que demain, s'il y a un contrôle de la CNIL, vous devrez démontrer que vous avez bien respecté vos obligations d'information, de recueil de consentement, que vous avez mis en place des mesures de sécurité adaptées, etc. etc. C'est vous qui avez la charge de la preuve. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un contrôle pour vous poser la question de votre conformité. Alors, les étapes de conformité du naturopathe. Alors, comment on fait pour se mettre en conformité? Quand on a vu tout ça, on se dit, mais comment je vais faire? C'est la catastrophe. J'ai pas le temps, c'est pas mon métier, j'y comprends rien. Comment je fais pour me mettre en conformité? Bon. Alors déjà, la première étape, c'est de se poser, au minimum 1 heure, 2 heures, pour essayer finalement de faire un zoom, une cartographie des traitements de données personnelles que vous faites dans le cadre de vos activités. D'accord? Quel type de données je traite? De quelles personnes? Quel type de personnes sont concernées par les traitements? Quelles sont les finalités de mes traitements? Il peut y avoir différentes finalités. Est-ce que j'ai des sous-traitants? Est-ce que j'ai mis en place des mesures de sécurité, des pare-feux? Est-ce que mon site est en HTTPS, etc. Est-ce qu'il y a des transferts de données? Voilà, on fait une cartographie à date de votre politique de traitement. Tiens, ça fait des données que j'ai conservées, que j'ai depuis 30 ans sur mon PC. On va peut-être faire un petit tri quand même. Hein. Quelles données je conserve? Celle-là, je l'ai collectée, je me souviens, je n'avais pas informé la personne de cette collecte. Cette donnée, je ne sais plus comment je l'ai obtenue. Je la supprime. D'accord? On fait un état des lieux. Et ensuite, on identifie les chantiers de mise en conformité. Alors, on ne va pas tout faire tout de suite. On va prioriser les chantiers. On va aller au plus urgent, au plus important. Zoom sur les données de santé. Zoom sur les transferts en dehors de l'Union européenne. D'accord? Zoom sur les mesures de sécurité. Sur l'établissement de mon registre de traitement. Sur l'analyse d'impact dont je parlais tout à l'heure. Et puis une fois qu'on a notre feuille de route, notre cahier des charges, eh bien on passe à l'action. Voilà. Alors soit on le fait tout seul, parce qu'on est armé, soit on se fait aider. Et c'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de mise en conformité RGPD pour mes clients, qui sont des professionnels qui ont toute activité. Hein, d'accord? Donc ça concerne tout professionnel, en fait. Tout professionnel traite des données personnelles. On passe à l'action. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place, moi,
en tant qu'avocat dans le cadre de mon activité pour aider mes clients. Alors déjà avec ma complice Déborah Donnier, que vous connaissez peut-être et qui est juste à côté, on a décidé il y a 1 an, au moment où le RGPD est rentré en application, de monter une petite web-série d'informations qui est gratuite sur YouTube, pour expliquer, il y a 5 ou 6 vidéos, pour expliquer, des petites vidéos, elles font 10 minutes chacune, pour expliquer ce que je viens de vous dire là. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle, etc. Donc tout ce que je vous ai dit là, vous le retrouvez aussi sur ces petites vidéos. Voilà, une web-série pour sensibiliser, informer les acteurs, d'accord, des obligations de ce RGPD, qui est quand même assez technique et compliqué à appréhender quand on n'y connaît rien. Alors après, comment je fais? Ça va dépendre de mes clients. C'est souvent par devis. En fait, je vais aller auditer leurs activités, le type de données qu'ils traitent, et en fonction, on va mettre en place des mises en conformité juridique. Parce que moi, je suis avocat, donc je fais une mise en conformité juridique. Je ne fais pas d'audit de sécurité informatique, par exemple. Ça m'arrive, dans certains cas, de travailler avec des boîtes de sécurité informatique pour mes clients, quand c'est nécessaire. Et puis, comme je suis dans le web, dans le digital, parce que c'est mon activité, eh bien, j'ai aussi voulu avoir un cabinet 2.0, c'est comme ça que je le qualifie certaines fois. Et donc, j'ai mis en place une plateforme de services juridiques en ligne qui permet finalement d'obtenir en ligne des documents juridiques assez courants pour le professionnel. Et donc, pour le naturopathe, et en discutant avec Alexandra, je me suis dit, oui, ce serait quand même bien que vous ayez un pack de sécurité du naturopathe, donc des documents qui sont vraiment adaptés à votre activité. Donc, j'ai élaboré ces derniers jours, vraiment fait sur mesure pour vous. Donc, dans ce pack, sur la conformité RGPD, je me suis dit que déjà, la première chose à faire, à mon avis, c'est d'élaborer une politique d'utilisation des données personnelles. C'est quoi? C'est un document qui fait 4-5 pages et qui va avoir pour objectif d'expliquer, noir sur blanc, quelle est votre politique d'utilisation des données personnelles des personnes. Donc déjà, les personnes concernées, la plupart du temps, c'est vos clients, c'est les utilisateurs de votre site, c'est vos fournisseurs. Enfin, il peut y avoir un certain nombre de personnes concernées par les traitements. Quel type de données vous traitez? Ça peut être des données de santé, notamment. D'accord? Est-ce que vous avez recours à des sous-traitants? Alors, on prévoit dans cette politique le fait que la personne concernée donne une autorisation générale pour que, éventuellement, vous sous-traitiez les données à un prestataire. Vous allez informer la personne concernée dans ce document de la politique de durée des traitements. Je conserve ces données maximum tant d'années. Et après, je supprime la donnée. D'accord? Donc, c'est un document qui a le mérite, finalement, de récapituler votre politique de traitement, qui va avoir le mérite aussi d'informer les personnes de leurs droits. Je vous informe que vous avez un droit d'information, d'accès, de rectification, d'opposition, etc. J'informe la personne. Et ce document-là, idéalement, il faudrait le faire signer aux personnes concernées. D'accord? Surtout, si vous traitez des données de santé. Vous vous souvenez la base légale pour le traitement des données de santé? Il n'y a que le consentement qui marche. Donc le consentement, je ne l'obtiens pas, un consentement oral, ça ne suffit pas. Si demain vous avez un contrôle de la CNIL, vous devrez démontrer que tel patient, tel client a donné son consentement. Donc il n'y a pas plusieurs solutions. Il faut lui faire signer quelque chose. Donc voilà, dans ce pack juridique du naturopathe, j'ai réfléchi et j'ai rédigé une politique qui est adaptée. L'idée, c'est que sur la plateforme, vous l'adaptez en fonction de vos activités, qui peuvent être un peu variables selon les cas, et que vous puissiez avoir un document, au moins, prêt, à peu près en main, à faire signer aux personnes concernées et à mettre sur votre site, si vous avez un site. Alors, je ne l'ai pas prévu dans le pack parce que ça dépend des cas. Quand vous avez des sous-traitants, j'ai dit tout à l'heure que vous devez faire signer, vous devez avoir un contrat avec ce sous-traitant. Ce contrat, ou en tout cas un document, sur la question de la protection des données personnelles, d'accord, qui doit contenir un certain nombre de dispositions imposées par le texte. Et donc, dans certains cas, il faut mettre à jour. Par exemple, si je reprends l'exemple de mon agence de communication qui m'envoyait ma newsletter par des emailing, peut-être que le contrat que j'ai avec elle, il n'est pas du tout à jour. Donc, il va falloir que je le mette à jour, ce contrat. Donc, sur ma plateforme en ligne, j'ai élaboré un avenant, ou une annexe de mise à jour des contrats quand vous avez besoin de mettre à jour un contrat avec un sous-traitant. Ça dépend des cas. Peut-être que vous ne serez pas concerné, et auquel cas, c'est super. Peut-être que vous aurez besoin à un moment donné d'avoir cette mise à jour RGPD de vos contrats avec vos sous-traitants. Voilà le pack dont je vous parlais. Je vous invite à aller regarder.
le pack juridique du naturopathe sur ma plateforme. Voilà, alors je crois qu'il me reste quelques minutes, je crois. Et l'objectif, c'était aussi de pouvoir vous donner la parole, parce que vous avez certainement des questions. Donc l'idée, c'est que je puisse y répondre. J'espère avoir été claire. J'espère ne pas avoir été trop ennuyeuse. J'espère vous avoir intéressé. Et j'aimerais, peut-être si vous avez des questions, je vous laisse lever la main, et puis on vous fera passer le micro. Combien il nous reste de temps ? 15 minutes, ah bah c'est parfait, on va pouvoir discuter. On va pouvoir discuter. Alors, je vous écoute si vous avez des questions, parce que vos questions vous intéresseront forcément l'auditoire. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, en fait, en tant que futur naturopathe, quand on est en consultation avec une personne, on est amené à recueillir des données de santé en consultation. Oui. Et on nous a appris aussi en cours qu'on n'était pas des professionnels de santé. Absolument. Donc techniquement, enfin même théoriquement, on est censé, entre guillemets, jeter toutes ces informations tout de suite après la consultation. On n'a pas le droit de les stocker. Mais on peut être aussi amené à revoir cette personne. Donc comment fait-on ? On doit tous rappeler. Il y a deux solutions. La solution la plus radicale, quand on collecte des données de santé, c'est finalement de supprimer la donnée, c'est-à-dire de ne jamais prendre note, par exemple, d'antécédents médicaux, de situations de santé de la personne qui vient vous voir. Vous ne traitez aucune donnée de santé dans ces cas-là, si vous supprimez tout. Ça, c'est la première solution qui est la plus radicale, mais qui est envisageable. L'autre solution, c'est le consentement, c'est de recueillir le consentement express et préalable de la personne. Et puis, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce que ça veut dire que vous devrez tenir un registre des traitements, parce qu'on a vu que quand on traite de la donnée de santé, il faut, en tant que naturopathe, avoir un registre des traitements, d'accord ? À défaut, vous devrez demander l'autorisation de la CNIL. Donc il y a un certain nombre d'obligations qui va découler de ça. On a vu l'hébergement, les mesures de sécurité, etc. Donc c'est pas impossible. On peut être amené à traiter des données de santé dans le cadre de son activité de naturopathe. C'est pas pour autant qu'on fait du diagnostic et des traitements, hein, au sens du Code de la santé publique. C'est deux textes différents qu'il faut dissocier. On peut être amené dans le cadre de notre activité de naturopathe à collecter des données de santé. Après, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Soit je la supprime, soit je la traite, et dans ce cas-là, je dois me conformer au texte. Vous parlez de consentement express de la personne, du client qui vient nous consulter. Donc le client nous voit bien collecter les données, puisqu'on écrit dans son dossier informatique. Est-ce que ce n'est pas suffisant ? Non. Non, parce qu'en fait, le texte nous dit déjà que ce consentement, il doit être éclairé. C'est-à-dire que vous devez, avant de recueillir ce consentement, l'informer parfaitement, complètement de votre politique de traitement. D'accord, dont je parlais. Une fois que la personne est parfaitement informée de votre politique de traitement, vous recueillez son consentement express. Express est une manifestation de volonté sur ce traitement de données personnelles, d'accord ? Donc il faut dissocier ce consentement qui est exigé sur le traitement de données de santé de l'exécution d'un contrat, d'accord ? Le consentement ne peut pas découler implicitement de l'exécution d'une prestation. Pas du tout. Ça n'est pas suffisant. Bonjour. Donc, en fait, j'ai deux questions. Donc, la première, c'est est-ce qu'il faut les informer quand on supprime les données ? Est-ce qu'il faut envoyer un mail ? C'est pas obligatoire ? Non. Ok. Et la deuxième, c'est la signature électronique. Oui. Ça fonctionne ? Alors, ce qui fonctionne, notamment sur le site, c'est l'opt-in, la case à cocher. D'accord ? Donc, comment je fais pour recueillir le consentement des internautes, par exemple, depuis mon site ? Eh bien, je mets une case à cocher, donc c'est votre webmaster qui va vous lui demander, j'ai besoin que vous mettiez une case à cocher qui renvoie vers ma politique d'utilisation des données personnelles, d'accord ? Qui n'est pas pré-cochée, à cocher. Et c'est là je fais le lien avec votre question, madame. Le consentement, il doit être express, donc il doit y avoir une manifestation, d'accord, affirmée de la personne. J'accepte, j'ai lu votre politique, je l'accepte. Et par exemple, si par exemple il y a des transferts de données personnelles en dehors de l'Union européenne, peut-être qu'il y aura besoin d'un consentement express sur cette finalité. En général, c'est le cas. Donc si vous n'avez pas mis en place de garantie appropriée, vous devrez recueillir le consentement express sur ce transfert de la donnée en dehors de l'Union européenne. Et là, il faudra 2 cases à cocher. D'accord ?
parce qu'il faudra que vous ayez rempli votre obligation d'information sur ce transfert de données vers un pays qui ne présente pas un niveau de protection insuffisant, et que vous ayez recueilli le consentement express de la personne sur ce transfert. Et le simple fait, finalement, d'accepter une politique, ce n'est pas suffisant. Il faut l'informer spécifiquement de cette finalité et recueillir spécifiquement son consentement sur ce sujet. Donc les textes sont exigeants, mais c'est comme ça. Oui, bonjour. J'ai deux questions. Déjà, une par rapport à la plateforme Doctolib, donc ils ont des données personnelles. Oui. Est-ce que c'est eux qui en sont responsables du coup? Comment ça se passe quand on est client chez eux? C'est la première question. Et la deuxième question, quand on reçoit par exemple en tant que naturopathe des résultats d'analyse qu'on a pu demander, je sais pas, sur des allergies alimentaires ou des choses comme ça, donc le laboratoire nous envoie par mail des données personnelles aussi. Qui est responsable aussi là? Comment ça se passe pour nous? Alors première question sur Doctolib. Dans le cas de figure là. Après, il faut regarder sur son site quelle est sa politique de traitement, Doctolib. D'accord? Comment est-ce qu'il se qualifie? À mon sens, si j'ai une première analyse, je dirais que vous êtes responsable du traitement et que Doctolib est sous-traitant. Il vous offre une solution, une plateforme qui permet à vos clients de réserver en ligne leur rendez-vous et de payer en ligne. D'accord? Donc, ils sont sous-traitants. Ce qui veut dire qu'il faut qu'eux soient conformes RGPD, et c'est à vous de vous en assurer. Donnez-moi votre politique de traitement des données personnelles. Êtes-vous conforme à la réglementation RGPD? Ça, c'est le premier sujet. Donc, il faut qu'ils vous en justifient. Et il faut que vous ayez un contrat avec eux. Alors, ça peut être un contrat en ligne, mais il faut vous assurer que les engagements de Doctolib sont à la hauteur des engagements qui sont imposés par les textes. Et puis, vous devrez informer les personnes concernées du fait que vous faites appel à des sous-traitants. Et vous assurez aussi que ces sous-traitants ne se font pas en cascade, c'est-à-dire que Doctolib ne sous-traite par exemple pas l'hébergement de sa plateforme à un prestataire hébergeur tel que Amazon, OVH ou Microsoft, ce qui est très souvent le cas. Souvent, les éditeurs de solutions logicielles, elles n'assurent pas elles-mêmes l'hébergement de leur plateforme, elles sous-traitent. Donc vous avez une chaîne de sous-traitance en cascade, et vous, ce sont vos données clients qui se retrouvent sous cette chaîne de sous-traitance. Donc il faut vous assurer de cette sous-traitance. Qui finalement a accès à quoi? Et est-ce que toute cette chaîne de sous-traitance est conforme? D'accord? Alors, sur le deuxième sujet, vous parliez du traitement de données éventuellement de santé, parce qu'en fait, vous faites des bilans, et à l'occasion de ces bilans, vous pouvez être amené à collecter des données qui sont des données personnelles, soit qui sont des données personnelles toutes simples, soit des données sensibles. D'accord? Donc, on en revient à la question tout à l'heure. Déjà, est-ce que je les garde, ces données-là? Et puis, au niveau de la sécurité informatique, où est-ce qu'elles se baladent, ces données-là? D'accord? Quand c'est une solution, par exemple, si ce questionnaire est édité par un prestataire tiers, elles vont se faire héberger où, ces données de santé, éventuellement? Il y a une vraie question d'hébergement à se poser, et de sécurité informatique, et de contrat avec les sous-traitants, parce qu'on peut aussi raisonner sous-traitant aussi à ce niveau-là. D'accord? Et puis, si vous transférez des données à des laboratoires, ces laboratoires, soit ils seront qualifiés de destinataires des données, soit s'ils font un traitement sur ces données, ils seront qualifiés de sous-traitants. Même chose. Il va falloir qu'il y ait des contrats juridiques avec ces destinataires, le cas échéant, et puis ces destinataires, eux aussi, ils doivent se soumettre au respect des règles. Donc ils auront leur propre politique de traitement des données personnelles. Mais dans le cadre de la vôtre, vous pouvez leur dire, écoutez, je vous transfère les données personnelles à telle fin, analyse médicale, mais vous vous engagez à supprimer les données au bout de tant d'années, tant de temps. Donc il faut vous assurer de la politique de traitement de ces acteurs qui sont autour de vous et à qui vous pouvez transférer ces données. Voilà. Une dernière question et après on arrête. J'ai juste une question, j'ai très bien compris tout le cadre qu'impose la loi et l'accompagnement que vous proposez. Par contre, je suis extrêmement étonné parce que je serais même curieux de faire un sondage dans la salle pour consulter des médecins, des praticiens de différentes origines, enfin différentes pratiques. J'ai jamais signé ce type de papier-là en tant que patient ou en tant que client. Est-ce que ça veut dire que 99,9% des praticiens sont hors cadre légal? Alors, quand vous êtes professionnel de santé, je reviens peut-être un tout petit peu en arrière, hein. Quand on est professionnel de santé, vous savez, je reviens tout à l'heure sur la base légale du traitement de la donnée de santé, parce qu'on parle de données de santé là. La base légale, c'est celle qui est prévue par le texte. Et donc il y a un certain nombre de cas de figure dans lesquels
vous pouvez traiter de la donnée de santé, la donnée sensible, d'accord? Quand vous êtes professionnel de santé et que dans le cadre de votre activité, d'accord, vous êtes amené à collecter et à traiter des données de santé, vous avez une base légale. Le problème, c'est que vous, en tant que naturopathe, vous n'êtes pas juridiquement des professionnels de santé, au sens juridique du terme, d'accord? Donc vous n'avez pas de base légale, hormis celle du recueil du consentement express de la personne concernée. Alors oui, vous faites aussi écho à un point qui est important, c'est que les acteurs ne sont pas tous en conformité, ils tendent à le devenir, d'accord? Le texte a 1 an d'existence. Je travaille beaucoup avec certains clients et ils tendent à se mettre en conformité, mais ça demande du temps. Ils ont besoin d'être aidés. Donc il y a un temps de mise en place de cette conformité. Mais je ne me fais pas de soucis, d'ici quelques mois, quelques années, les acteurs vont être de plus en plus en conformité et vous serez amenés à signer de plus en plus de politiques d'utilisation des données personnelles. Et je pense que vous en signez sans même des fois vous en rendre compte, parce que quand vous allez sur un site, des fois on vous demande et vous cochez vite, rapidement, sans forcément lire les documents que vous cochez, mais peut-être que ce que vous cochez est une politique d'utilisation des données personnelles. Là, il faut distinguer le professionnel de santé, le médecin, d'accord, qui est reconnu légalement et qui est tenu à une obligation professionnelle, du naturopathe, qui n'est pas, au sens juridique du terme, un professionnel de santé. Merci, Maître. C'est la raison pour laquelle, au syndicat, on a fait appel à Maître Guillaudis, parce qu'effectivement, nul n'est censé ignorer la loi, mais si on ne prend pas le temps de nous expliquer, c'est compliqué. La chance que vous avez, c'est que maintenant, vous allez pouvoir vous mettre en conformité et vous ferez partie des professionnels qui respectent la législation. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux pour que justement les instances comprennent qu'on a une prise en charge en complément de la médecine, mais qu'on est bien conscient que nous ne sommes pas des professionnels soignants et qu'on a des choses à faire différentes que nos confrères soignants. J'en discutais encore ce matin. Nous avons le droit de communiquer, nous avons le droit de faire de la publicité parce que nous ne sommes pas professionnels soignants. Voilà. Donc j'espère que rapidement vous pourrez contacter Maître Guillaudis et pouvoir aller bénéficier des packs qu'elle nous fait. Je travaille quand même avec de nombreux avocats et on a beaucoup de chance d'avoir un pack à ce prix-là, donc j'espère que vous allez en profiter. Merci. Merci Alexandra.